plaisir aujourd'hui d'accueillir notre collègue Philippe Bollot pour l'entendre sur son rapport d'information « L'impact des champs électromagnétiques sur la santé des animaux d'élevage » établi au nom de l'OPEX, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Chers collègues, bienvenue dans notre commission. Bienvenue dans notre commission. Pour rappel, ce rapport d'information a été rédigé suite à la saisine en novembre dernier de l'OPEX par notre commission. Cette saisine est intervenue en raison des interrogations qui pesaient sur les conséquences des champs électromagnétiques d'extrêmement basse fréquence, par exemple générés par des lignes à haute tension ou très haute tension ou les éoliennes, sur la santé des animaux d'élevage, santé qui était dégradée à proximité de ces installations. Et de nombreux députés s'en étaient d'ailleurs émus auprès des ministres chargés de l'agriculture et de la transition écologique, déplorant le manque d'informations disponibles. Donc l'importance des enjeux en présence nous a semblé mériter de la part du Parlement une étude approfondie et prospective pour dresser un bilan des connaissances scientifiques sur ce sujet et éventuellement avancer des recommandations dont nous pourrions collectivement nous saisir, et c'est l'essence même de notre action et de nos missions de parlementaires. Donc, chers collègues, vous avez été chargés par l'OPEX de mener ces travaux. C'est donc évidemment avec beaucoup d'intérêt que nous allons vous entendre. Quelles sont les principales conclusions auxquelles l'OPEX est parvenu? Mon cher collègue, je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente. Pour la bonne tenue de la commission, combien de temps me consacrez-vous pour la présentation des grandes lignes de ce rapport? Entre 15 et 20 minutes. Ok, parfait. Normalement, je devrais pouvoir tenir en 10 minutes, entre 10 et 15. Bon, Parfait. vous l'avez rappelé à juste titre, Madame la Présidente, c'est suite à une lettre de saisine de votre part auprès du président de l'OPEX que ce travail a été réalisé. Vous savez, à l'OPEX, on a trois façons de travailler pour répondre aux saisines qui nous sont adressées. La première, c'est les auditions publiques. La deuxième, c'est les notes courtes. Et la troisième, c'est les rapports longs. Je vous invite tous d'ailleurs à consulter l'ensemble de ces documents qui sont très riches et très utiles pour l'ensemble de notre travail de parlementaire. Donc, dans le cas présent, c'est une audition publique qui a été retenue et ce format permet une réponse rapide aux sollicitations qui nous sont adressées. L'audition publique en question s'est déroulée le 18 février 2021. Elle a été organisée et structurée autour de deux tables rondes. Une première table ronde centrée sur le constat et une seconde sur les solutions. La première table ronde a fait intervenir un physicien qui était là pour bien repréciser les bases scientifiques liées à cette notion de champ électromagnétique. Étaient également réunis dans la première table ronde des agriculteurs, l'ANSES, deux inspecteurs généraux du CGEDD et du CGAAER qui travaillent actuellement sur le parc des Quatre-Seigneurs en Loire-Atlantique, et un vétérinaire. Sur la deuxième table ronde des solutions, nous avions présent et nous avons écouté donc le GPSE, qui est l'autorité en charge de la gestion de ces sujets, RTE, nous connaissons tous, Enedis, un géobiologue et un représentant du ministère de l'Agriculture. Je vais vous dérouler ma présentation en trois temps. Le premier va chercher à vous montrer la complexité du sujet face auquel et la question que nous avons à répondre. La deuxième partie de mon intervention concernera les constats que l'on peut tirer donc de la table ronde. Je vous traiterai ensuite du besoin d'information auquel nous faisons face, de la prise en charge, et puis je viendrai sur les préconisations, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, il serait utile désormais de pouvoir les mettre en œuvre. Donc nous sommes face à un sujet complexe. C'est sans doute en cela que vous aviez saisi l'OPEX. Il est complexe pour plusieurs raisons. Humainement d'abord, parce que nous sommes confrontés à des situations qui n'arrivent pas à trouver de solution et qui se caractérisent par la mort d'animaux. Donc vraiment des éléments factuels montrant qu'on est en face d'un problème, d'une difficulté. Et puis des situations qui peuvent aller jusqu'à la cessation d'activité des exploitations agricoles, donc ce qui n'est quand même pas rien. La complexité, au-delà de cette dimension humaine, c'est aussi dans la nature des perturbations auxquelles sont associées les problématiques de mortalité dans les élevages. Elles peuvent être internes ou externes. Internes parce que souvent on parle de présence d'éoliennes, de présence de lignes haute tension, de présence d'antennes 4G ou 5G, mais parfois c'est aussi le réaménagement ou l'agrandissement des bâtiments d'élevage qui peut être à l'origine des problèmes. Et lorsque c'est externe, donc à chaque fois, on redit, ce n'est pas uniquement les éoliennes, ça peut être dans certains cas des éoliennes, des antennes de télécommunication ou des lignes de transport de l'électricité. La complexité vient aussi du fait que, et c'est heureux d'ailleurs, c'est qu'il y a de très nombreux aménagements pour lesquels il n'y a aucun problème associé.
c'est dans certains cas, dans certaines configurations, que le problème apparaît. Troisième niveau de complexité, c'est les phénomènes physiques en jeu. Donc on parle de champ électromagnétique. Vous l'avez dit, on ne peut pas caractériser un champ magnétique électromagnétique sans raisonner en termes de fréquences. Mais les fréquences, on a des fortes, des basses fréquences et des fréquences élevées. En radiotéléphonie, on est plutôt sur les hautes fréquences. En transport d'électricité, on est plutôt sur les basses fréquences. Et finalement, le phénomène est lié soit au champ magnétique, soit aux phénomènes physiques qui sont induits. Et c'est ce que nous avons tous appris lorsque nous étions en classe de première et de terminale. Vous savez, lorsqu'on met un champ magnétique autour d'un fil électrique, il se produit la formation d'un courant électrique. Mais de la même façon, en présence de champs électromagnétiques, il y a des courants induits qui se forment dans les parties métalliques des exploitations agricoles et qui sont à l'origine de courants parasites qui vont après se disperser plus ou moins facilement dans les sols des exploitations et dans les bâtiments alentours. Donc nous sommes en face de zones d'ombre. Zones d'ombre parce que finalement, il n'y a pas de démonstration scientifique aujourd'hui sur les effets des champs électromagnétiques sur les animaux. Parce que d'autres problématiques, d'autres facteurs peuvent produire les mêmes effets. Mais il n'y a pas de démonstration scientifique. Mais dans les faits, sur le terrain, on démontre et on observe des concomitances entre les aménagements et les problèmes. On constate également la sensibilité des animaux et on constate des situations qui sont variables selon les environnements de sol et de géologie. C'est pour cela qu'il y a absolument besoin de renforcer la connaissance, parce que, comme je vous l'ai dit, il manque aujourd'hui un certain nombre de zones d'ombre. On a absolument besoin de renforcer cette connaissance. Et les connaissances qui peuvent être de la recherche ou qui peuvent aussi provenir des instituts techniques, ces connaissances-là se dirigent surtout dans 3 dimensions. C'est l'exposition des animaux aux champs électromagnétiques, leur sensibilité, ces mêmes animaux, aux courants parasites, pas nécessairement aux champs électromagnétiques, aux courants parasites. Et en cela, il y a le lien aussi avec les normes actuelles, parce que les normes actuelles des bâtiments d'élevage sont des normes pour éviter l'électrocution des hommes, mais pas des animaux. On sait que ces animaux sont beaucoup plus sensibles, ils ont une résistance plus faible. Ils ont 4 pattes au sol, ils n'ont pas les pattes isolées du sol, ils sont dans des milieux humides conducteurs, donc là il y a vraiment quelque chose à regarder. Et puis il faut aussi regarder et mieux connaître la circulation des courants induits dans les sols. La prise en charge de ces sujets aujourd'hui, quelle est-elle? Eh bien, en 1999, parce que le sujet est ancien, même si c'est la première fois que la représentation nationale via l'OPEX s'en saisit à part entière, le sujet est ancien, et ainsi en 1999, le ministère de l'Agriculture avait mis en place le GPSE, qui était chargé de regarder le sujet. À l'époque, il avait une structure qui est différente de celle qu'il a aujourd'hui, qui est une forme associative désormais, et il réunissait le ministère de l'Agriculture et principalement EDF pour traiter le sujet. Suite à, si j'ai bonne mémoire, aux évolutions des statuts d'EDF, donc le ministère est sorti du jeu et en 2014, le GPSE a pris une nouvelle forme, donc une forme associative, comme je vous l'ai dit, et qui est en charge de réaliser des diagnostics sur les exploitations concernées à la demande des chambres d'agriculture. Il y a 2 types de diagnostics, simple ou avec protocole. Avec simple, c'est on regarde ce qui se passe et on trouve le plus rapidement une solution, le plus souvent une solution, alors que le protocole nécessite de regarder des choses de manière beaucoup plus fine et avec une attention particulière, et c'est notamment les cas non résolus à chaque fois sont des cas avec protocole. Donc le GPSE intervient. Et puis, parce que la science aujourd'hui est relativement absente du sujet, il y a également une autre discipline, et j'insiste bien sur une autre discipline qui intervient, c'est la géobiologie. Ce n'est pas une science, c'est une discipline. Historiquement utilisée par les agriculteurs, c'est les sourciers. Les agriculteurs qui, quand ils avaient besoin de déterminer où il y avait une présence d'eau dans leur sous-sol pour pouvoir faire un puits, utilisaient le recours du sourcier à l'époque, désormais appelé géobiologue, qui apporte un certain nombre de compléments d'analyse, mais encore une fois, sans avoir des bases scientifiques très, très solides. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup se réfèrent à cette géobiologie. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est à la fois tous les acteurs sont concernés. C'est-à-dire ceux qui sont, par exemple, contre les aménagements d'éoliennes ou de lignes de tension vont dire on va faire une étude géobiologique pour montrer que ce n'est pas possible. Ceux qui sont pour vont dire on va faire une étude géobiologique pour s'assurer qu'on va bien faire les choses sans créer de perturbations. Et les aménageurs eux-mêmes, notamment dans le domaine de l'éolien, se réfèrent à cette discipline pour essayer d'étayer davantage leur dossier. En tout cas, ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que cette prise en charge, qu'elle s'exerce par le GPSE ou par la géobiologie, doit arriver plus rapidement, parce que c'est un autre des constats de la mission,
qui est de regarder que finalement, souvent, les sujets ne sont pas sortis très rapidement par les agriculteurs parce que, et ça, je le dénonce, souvent on leur dit, mais écoutez, si vous avez des problèmes, c'est que vous ne maîtrisez pas votre métier, c'est que vous êtes des incompétents, et donc c'est pour ça que vous avez des problèmes. C'est pas que ça. Il faut surtout éviter de dire ça, parce que sinon ça retarde l'émergence et la déclaration du problème, et c'est vraiment sujet à complexité, parce qu'un problème apparaît avec une dégradation, par exemple, de la qualité du lait, un moindre prix d'achat du lait, donc des recettes moindres qui vont nécessiter des économies par ailleurs, plus des coûts de vétérinaires supplémentaires. Et tout ça fait que finalement, on détraque autant la zootechnie que l'alimentation de l'animal et du cheptel, et on arrive sur d'autres problèmes qui viennent se mélanger et se conjuguer et se superposer au problème initial, ce qui ne facilite pas la résolution. J'en viendrai tout de suite aux préconisations pour tenir dans le délai que vous m'aviez donné. Alors, les préconisations, elles sont de trois natures. La première catégorie, c'est une meilleure connaissance du sujet. La deuxième catégorie de préconisation, c'est une meilleure prévention. Et la troisième catégorie de préconisation, c'est une meilleure gestion. S'agissant de la meilleure connaissance, il faudrait mettre en place un observatoire national sur le sujet. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'on a un certain nombre de cas très connus parce qu'ils sont très médiatisés, mais on a aussi autour de nous des cas existants qui, la plupart du temps, ont trouvé des solutions, mais qui ne sont absolument pas connus et remontés même au niveau chambre. Et j'en veux pour preuve, lorsque j'ai réalisé cette mission, au travers des articles de presse qui avaient été rédigés au départ, certains agriculteurs de la circonscription que je représente sont venus me voir en me disant on a connu le sujet, on a trouvé des solutions. Donc l'Observatoire national aurait vraiment toute sa puissance pour mieux connaître le phénomène. Et puis, il faudrait renforcer le cadre de recherche avec notamment les cas terrains les plus difficiles à résoudre. C'est de la recherche, on l'a dit, mais c'est aussi les instituts techniques qui peuvent intervenir. Donc, meilleure connaissance. Deuxième pilier des préconisations, meilleure prévention. Meilleure prévention, c'est à chaque fois, préalablement à un aménagement éolien, par exemple, un diagnostic électrique et géologique. C'est le cas en Loire-Atlantique. Le préfet de ce département demande à ce que, préalablement à chaque installation d'éolienne, un tel diagnostic soit réalisé. Il permet d'éviter les problèmes et parfois de dire, écoutez, le géobiologue dit si vous déplacez l'éolienne de quelques dizaines de mètres, vous pouvez trouver des solutions. Il s'agirait aussi, dans ce deuxième pilier, de mieux impliquer les chambres d'agriculture sur le sujet. Et puis, une préconisation qui peut-être n'apparaît pas dans le document parce qu'elle est apparue suite à la présentation de ce travail-là depuis qu'il a été réalisé, c'est une meilleure formation de la sphère agricole et agronomique. Je m'entends, c'est-à-dire que par exemple chez les ingénieurs agronomes, j'en suis, on n'avait jamais parlé du problème, et bien chez les ingénieurs agronomes comme dans les écoles d'agriculture, évoquer le sujet permettrait de mieux le faire connaître. Troisième et dernier pilier des préconisations, la gestion, meilleure gestion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une accélération de la prise en compte des problèmes. C'est absolument indispensable. Également, une autre préconisation qui est la révision du statut du GPSE. Je m'explique, le GPSE, aujourd'hui, sous format associatif, y siège RTE et Enedis. Et j'ai entendu, et il est fréquent d'entendre, que ça pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que l'agriculteur, confronté à un problème d'apparition d'une ligne électrique, se dirige vers le GPSE pour trouver une solution et qu'il retrouve la même personne, la même structure que celle qui a installé la ligne électrique. Donc ça ruine un peu et ça perturbe la confiance dans le GPSE. Donc là, il y a quelque chose à faire. Sur la géobiologie, il faut aussi revoir et consolider cette discipline et en faire quelque chose de mieux reconnu, de plus sécurisé, parce que dans cette profession-là, il y a aussi un certain nombre de charlatans qui sont à l'œuvre et qui profitent des situations de détresse pour se faire de l'argent. Donc il y a les vrais, les bons et les mauvais géobiologues. Il faut faire l'ordre dans cette profession-là, mettre de l'ordre. Et puis dernière chose, et j'en terminerai par là, dernière préconisation de ce troisième pilier, meilleure gestion, c'est mettre en œuvre les préconisations qui ont déjà été énumérés et produits dans un certain nombre de rapports. Rapport de l'ANSES, rapport des deux inspecteurs généraux, je vous l'ai dit, du CGAER et du CGEDD, qui fournissent un certain nombre de préconisations. Donc, si des organisations publiques mettent en évidence un certain nombre de préconisations, autant les retenir, sinon leur travail n'aurait servi à rien. Voilà ce que je voulais vous dire, l'essentiel sur ce travail-là, et je vous remercie pour votre écoute et je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Merci pour ces éléments qui seront suscités, à mon avis, un certain nombre de questions. Et j'ai donc, pour les orateurs de groupe, 4 inscrits et un député inscrit pour une question. Donc, j'ai Sylvain Tempier, Nadia Estayan, Chantal Jourdan, Guy Bricou,
puis Stéphane Buchou qui souhaiterait poser une question. Donc, je donne la parole à Sylvain Templier pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, bonsoir. Au nom du groupe La République En Marche, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre travail. Il s'agit d'un sujet important pour lequel la DDAT avait saisi l'OPEX, vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est un sujet très large, mais aussi un sujet clivant. Clivant parce que si les corrélations existent, les causalités demeurent parfois compliquées à démontrer. Comme vous l'avez indiqué dans votre rapport, la science n'apporte que des réponses partielles, malheureusement. Il y a moins d'un an, par exemple, à Nozay, dans les Pays de la Loire, une enquête concluait que le décès massif de bovins n'avait pas de lien avec l'installation d'éoliennes. Pourtant, depuis le 31 mai dernier, les éoliennes sont à l'arrêt afin d'évaluer l'effet sur la santé des élevages. Espérons que les résultats de cette expérience permettront de tirer quelques conclusions supplémentaires. L'un des éleveurs a d'ores et déjà indiqué que les vaches allaient mieux. Mais vous le disiez tout à l'heure, il y a le phénomène de la médiatisation qui joue beaucoup sur les cas pour les identifier. Votre travail permet de dresser un état des lieux de la situation en dégageant un panel de critères expliquant en partie la variabilité du phénomène. En ce sens, la catégorie des animaux d'élevage est assez vaste. Bovins, bien sûr, mais ovins, caprins, porcins, équidés, etc. Vous indiquez dans votre rapport qu'au sein même d'une espèce, les sensibilités varient et que cette sensibilité est elle-même influencée par les saisons, par l'environnement immédiat. Dans la presse, les cas recensés se cantonnent pourtant essentiellement aux bovins, mais on sait que pour les humains, la sensibilité, c'est un petit peu la même chose. On n'est pas tous égaux devant ces phénomènes-là. Alors, est-ce que vos travaux ont permis de recenser des cas autres que les bovins? Des atteintes sur les végétaux proches vous paraissent-elles également pertinentes à analyser? C'est un sujet que vous abordez brièvement dans votre rapport en mentionnant notamment une étude de 2008 d'Alain Vian sur les plants de tomates. Et j'ai eu connaissance d'autres études qui démontrent que, par exemple, le son peut influer la croissance de certaines racines. Ma fille a participé à une étude en ce sens-là durant ses études de prépa. Autre question, est-ce que les autopsies des animaux permettent d'établir des liens avec les champs magnétiques? Enfin, c'est un phénomène qui, j'imagine, dépasse les frontières de notre pays. Nos voisins européens ou même nord-américains peuvent être confrontés à ces phénomènes. Parmi vos recommandations figure la demande d'une meilleure connaissance et donc une amplification de la recherche. Or, un parangonnage ne serait-il pas judicieux? Autrement dit, savez-vous ce que disent les scientifiques d'autres pays sur ces sujets? Je vous remercie pour votre attention et vos réponses à venir. Merci. Merci, monsieur le député. Nadia Essayan pour le MoDem. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, tout d'abord, je souhaite, au nom de mon groupe MoDem et Démocrates Apparentés, saluer le travail réalisé par l'OPEX et plus particulièrement par mon collègue Philippe Bollot sur ce sujet mal connu et encore très peu présent dans notre débat public. En effet, l'impact des champs électromagnétiques sur la santé des animaux d'élevage demeure un enjeu dont nous ne connaissons que très peu l'ampleur et les conséquences, aussi bien en termes humains qu'économiques. Votre rapport indique que 70% des 100 000 km de lignes électriques à haute tension de RTE passent en milieu agricole. Pourtant, il n'existerait à date que très peu de recensements d'exploitation affectés par ces champs magnétiques. Dans le même temps, plusieurs chercheurs affirment que son impact sur les animaux serait sous-estimé et qu'il concernerait des centaines de cas. À cet égard, vous décrivez les difficultés en termes de recherche scientifique à démontrer la contribution de champs électromagnétiques aux troubles des comportements des animaux. Pourtant, des observations sont relevées sur le terrain indiquant certaines difficultés permettant de dégager des tendances afin d'orienter les recherches scientifiques. Ma première question porte donc sur les moyens mis en œuvre pour mieux appréhender ce sujet. Selon vous, quels sont les obstacles identifiés à de plus grands investissements financiers dans la recherche scientifique? Quelles seraient vos pistes de propositions pour une meilleure prise en compte? S'agirait-il uniquement d'une plus grande volonté politique? Ensuite, nous assistons à une médiatisation croissante des effets négatifs de différentes technologies sur les animaux. Dans votre rapport, vous indiquez que certaines observations de terrain démontrent la concomitance entre ces difficultés d'abreuvement ou de comportement particulier d'animaux avec l'installation d'infrastructures de réseau électrique, de production d'énergie renouvelable ou de communication type 4G ou 5G. Ne considérez-vous pas que ces conclusions pourraient alimenter certaines thèses antitechnologiques? Nous avons mis en œuvre des politiques publiques afin de les développer. Nous savons à quel point il est indispensable d'obtenir l'acceptation sociale de ces projets.
comment faire en sorte de ne pas les opposer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Chantal Jourdan pour le groupe socialiste. Oui, merci Madame la Présidente et merci pour votre travail et merci pour donc l'exposé que vous venez de faire. Il se trouve qu'en lisant le rapport, j'ai vu que je connaissais donc une situation qui m'avait été rapportée sur ma circonscription et que j'ai eu donc l'occasion de suivre le cheminement hein, donc de l'agriculteur confronté à des problèmes électriques. Dans la description je vais venir sur les préconisations hein, que vous faites sur la question de la proposition du GPSE. Tout d'abord, je pense qu'effectivement aujourd'hui la structure ne peut peut-être plus répondre, en tout cas telle qu'elle est, à une analyse objective des phénomènes qui se passent donc sur le terrain, pour une raison très simple, c'est que vous l'avez d'ailleurs évoqué, hein, c'est que donc sont souvent incriminés donc des phénomènes électriques et c'est difficile de demander à une structure qui soit à la fois financeur et en même temps suspectée d'apporter, enfin du moins d'être à l'origine donc de problèmes. Donc je pense qu'on a besoin que le GPSE en tout cas se transforme en structure qui soit indépendante de façon à pouvoir mieux analyser, je pense, les phénomènes qui se produisent. Voilà. Donc, première question, comment effectivement pouvoir, enfin, quelle structure mettre en place pour avoir des études donc plus indépendantes avec tout ce que l'on observe. Voilà, ça c'est première question. Deuxième chose, vous avez évoqué quelquefois aussi le seuil de sensibilité de l'animal hein, à la tension électrique qui, voilà, qu'on ne connaît pas bien en réalité. Et aussi, il est souvent contesté par les agriculteurs lorsque des mesures sont faites. Donc vous, d'après vos observations, hein, ma question c'est, pensez-vous que ce seuil doit donc être, lui, réétudié, ce qui modifierait aussi l'appréhension donc, du phénomène. Et puis, dernière question qui a été évoquée aussi par la collègue précédente, comment aujourd'hui prendre en compte donc, ces problématiques alors que nous sommes actuellement dans une phase de développement de nouvelles technologies assez importantes et donc nouvelles technologies qui peuvent être à la fois suspectées hein, d'avoir des impacts de ce type-là. Donc, comment on peut voilà, répondre à cette question-là. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Et pour le groupe UDI et indépendant, je donne la parole à Guy Bricout. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour le travail que vous avez accompli pour recontextualiser et recueillir des témoignages directs sur cette question de l'impact des champs électromagnétiques sur les animaux que l'on s'est évertué, selon moi, à ne pas assez prendre en compte depuis ces 30 dernières années. J'ose espérer que votre rapport ne connaîtra pas le même sort que ceux qui vous ont précédé et aura des suites qu'il mérite, que vos préconisations vont réellement être suivies d'effets. J'ai sur mon territoire, comme beaucoup d'autres collègues, plusieurs cas d'éleveurs s'interrogeant sur l'impact des installations électriques sur leur cheptel. Ce qui est choquant, c'est la manière dont on ne répond pas ou beaucoup trop tard au désespoir des agriculteurs. Comment faire en sorte désormais que leur prise en charge soit plus rapide et plus efficiente? Aujourd'hui, sait-on précisément combien d'élevages sont concernés en France par ces problèmes? Quels sont a priori les animaux d'élevage les plus sensibles aux ondes électromagnétiques? On a le sentiment d'un manque de cohérence dans le traitement des dossiers. Les études se multiplient, mais on a le sentiment que cela, au fond, ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, n'est-il pas urgent de coordonner toutes les analyses, les études qui sont faites, par quel biais le cas échéant? Quel pourcentage, par exemple, le GPSE permet-il de résoudre? Les mauvaises installations électriques de certaines exploitations pourraient être, selon votre rapport, l'une des explications à certains phénomènes constatés. On a beaucoup d'exemples de remises aux normes qui ont effectivement permis de faire cesser définitivement les problèmes. Quel est leur pourcentage?
Ne faut-il pas des études plus indépendantes? J'avais moi-même demandé il y a quelque temps une étude approfondie et indépendante sur les effets sanitaires des éoliennes pour que les habitants soient pleinement informés. Vous évoquez particulièrement dans votre rapport le rôle des géobiologues. Pouvez-vous nous le préciser? Et enfin, associations, éleveurs demandent souvent que l'on arrête les éoliennes à proximité des exploitations pour tester l'impact d'un tel arrêt sur les animaux. Où je capte pas très bien. Et en plus, je suis dans ma voiture. Je ne dis rien. Bonjour. Je ne dis Non, je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt. Très bien, c'est parfait. Bon, je voulais bon, beaucoup de choses ont été dites. Je voulais moi aussi féliciter Philippe Bolo pour son rapport et pour ce travail extrêmement fouillé. J'avais moi une question qui portait plus sur le sujet des alternatives et le sujet de l'accompagnement des agriculteurs lorsque effectivement il est avéré, comme c'est le cas et ça a été dit, des effets sur les animaux. Le rapport n'en parle pas forcément, mais je voulais avoir le sentiment de Monsieur le député à comment est-ce qu'on fait pour les accompagner, pour accompagner les agriculteurs lorsque effectivement ils sont confrontés à ce type de difficultés. Merci, chers collègues. Peut-être Yves Daniel, alors je précise, sans vous le préciser, mais qu'Yves Daniel, comme Gaël Boeck, étaient vraiment les deux députés parmi les autres, mais plus actifs encore pour cette saisine. Et donc, bienvenue Yves dans notre commission. Je vais intervenir une petite minute et puis on laisse la parole à Philippe Bolo pour répondre aux questions. Oui, merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Je veux aussi, moi, bien sûr, féliciter le travail de notre collègue Philippe Bolo, le travail de l'OPESC d'une manière générale, mais je veux surtout vous féliciter, Madame la Présidente, d'avoir pris cette initiative, parce que c'est très important pour nous que l'OPEX puisse avoir été saisi et nous éclairer. C'est un dossier très compliqué, très difficile, tout simplement parce qu'il y a des conflits d'intérêts dans tout cela. C'est-à-dire que des conflits d'intérêts et des paradoxes. C'est ce qui rend les choses difficiles. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque le rapport explique beaucoup de choses et beaucoup de choses ont été dites par les uns, les unes et les autres. Tout simplement, je voudrais quand même dire à Guy Bricout et vous dire à tous que moi, je me bats sur ce dossier depuis 7 ans et que nous demandons depuis 7 ans justement à faire ce test de mise hors tension du parc éolien. Il a été fait de nombreux tests sur le parc des Quatre-Seigneurs à Nozay, mais il n'a jamais été fait de test avec une mise hors tension du parc. Le principe est très simple. Avant l'existence du parc, il n'y avait pas de problème dans les élevages ni dans les maisons d'habitation chez les habitants qui sont nombreux à être impactés autour de ce parc éolien. Donc, on sait que le problème des ondes électromagnétiques existe naturellement dans le sol et qu'ensuite il est renforcé par la présence d'électricité. Donc, le test a pour objet d'enlever le courant sur le parc et de vérifier ce qui se passe. Mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les propriétaires de parcs éoliens, les constructeurs ou les gestionnaires ont le droit avec eux et ils ne sont pas obligés d'accepter en droit de faire ce test de mise hors tension. Ce qui nécessite que la puissance publique prenne aussi les choses à bras-le-corps et qu'elle prenne ses responsabilités
au nom de ce que moi j'appelle le principe de précaution. On a donc bien besoin de toute cette puissance publique des ministères, le ministère de la Transition écologique évidemment, mais le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche également. Nous avons besoin de tous ces ministères pour pouvoir avancer sur ce dossier. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est rassurant et que, en tout cas, moi, je suis très heureux de toute cette mobilisation et de la mobilisation de votre commission, Madame la Présidente. Merci, et de votre implication personnelle. Merci. Merci beaucoup, cher Yves Daniel. Donc, je donne la parole à Philippe Bolo. Il y a beaucoup de réponses attendues. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de reprendre les interlocuteurs un à un et de leur apporter les réponses les plus précises possibles, en commençant par Monsieur Templier, qui m'a d'abord fait une remarque sur le rapport s'intéresse aux animaux et moins aux humains. Ça, c'était le cadre et le périmètre de la saisine qui concernait les animaux d'élevage. C'est pour ça que nous avons uniquement regardé ce cas de figure-là. Évidemment, comme d'autres, je suis sollicité sur les aspects humains. Vous posez ensuite trois questions. La première sur les végétaux. Alors là, effectivement, il y a juste une évocation dans le document, mais pas de... Comme nous sommes partis sur le principe d'une table ronde, enfin de 2 tables rondes pour une audition publique, n'ayant pas eu d'experts dans le domaine, je vais dire que le sujet n'a pas été couvert par le rapport et donc je n'ai pas d'informations plus précises que cela à vous donner en l'état actuel de notre travail sur le sujet. Mais on pourrait éventuellement le compléter à l'OPEXT par une note courte, par exemple. Votre deuxième question, c'était est-ce que les autopsies relèvent très précisément les effets des champs électromagnétiques? Malheureusement, non. Les autopsies sont réalisées pour essayer de comprendre d'où vient la mortalité des animaux. Parfois, elles ouvrent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, et c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Aujourd'hui, la science n'arrive pas à dresser le lien de causalité directe entre le champ électromagnétique et le trouble des animaux. En revanche, ce qui est suspecté, c'est plutôt des problèmes électriques. Sur votre troisième question qui était relative à l'approche internationale, il ne nous a pas échappé que dans le document, donc, un regard a été posé sur ce questionnement dans d'autres pays et nous l'avons fait au travers des offices parlementaires d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, les équivalences, qui existent dans 23 autres pays. Donc, vous trouverez dans le document une synthèse d'une enquête qui a été faite auprès de chacun de ces offices-là. Et on peut en conclure que 2 réponses. Vous avez dit que l'office, les parlementaires, déjà dans leurs assemblées nationales, s'étaient préoccupés ou avaient posé des questions sur le sujet. Il n'y a que 2 pays où c'était arrivé, c'est le Chili et la Suisse. Et avec des offices parlementaires qui sont emparés du sujet, ce n'est pas exactement des offices parlementaires, c'est plutôt des structures qui s'occupent de la science et de la technologie. Il n'y a que 2 pays, c'est toujours les mêmes, c'est le Chili et la Suisse. Le Chili s'étant intéressé aux effets des ondes 4G sur les abeilles et la Suisse ayant regardé les effets des lignes haute tension sur les animaux. Alors, il y a eu des travaux au Québec, en Allemagne, etc., mais nous avons rencontré quelques difficultés pour assembler les données. Mais je veux dire par là que la France est loin d'être à la traîne sur le sujet. J'en viendrai ensuite aux questions de Madame Essayant. La mise en œuvre de la recherche. Alors, pourquoi pas autant de recherche, etc. C'est une question qui s'est posée. Pourquoi n'y a-t-il pas de chercheurs sur le sujet? On peut imaginer 2 causes. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de chercheurs. Mais s'il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas de budget non plus. Donc, comme c'est un sujet qui n'est pas nécessairement regardé, eh bien, dans cette équation de qui cause l'absence de recherche, le budget ou le nombre de chercheurs, la population et l'effectif, voilà, je n'ai pas la réponse à cela, mais il est nécessaire effectivement d'aller plus loin. Le rapport, j'ai eu la chance de pouvoir le présenter au ministre de l'Agriculture et au PDG de l'INRAE et de leur souligner ces sujets-là, cette absence de recherche. Il en ressort surtout que quand on dit recherche, c'est peut-être d'ailleurs connaissance qu'il faudrait dire, parce que ce n'est pas nécessairement de la recherche appliquée, il y en a besoin, et ça peut être autre chose, ça peut être aussi des informations et des connaissances apportées par les instituts techniques. Ensuite, Madame Essayant, vous m'interrogez sur la médiatisation croissante et les difficultés que cela peut laisser apparaître en termes d'opposition à la modernisation, on va dire, de notre société, c'est-à-dire à l'émergence des lignes de tension qui sont là pour transporter un mix énergétique beaucoup plus électrique, à l'apparition d'éoliennes qui sont là pour
faire avoir une part plus importante de NR et à l'apparition d'antennes 4G et 5G qui répondent à nos politiques de numérisation. Eh bien, alors, évidemment, je ne vais pas vous dire que personne n'a en tête le sujet de l'anti-éolien, l'anti-ligne de tension, l'anti-antenne 4G et 5G en parlant de ces sujets-là. Ça existe certainement, mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'au contraire, considérer ce sujet-là, c'est pas dire qu'on est opposé à ces aménagements extérieurs qui sont une modernisation. C'est loin d'être le cas. C'est que justement, s'y intéresser, c'est permettre d'avoir ces aménagements-là sans en avoir les inconvénients. Donc c'est plutôt l'inverse, moi que je le lis plutôt de la façon inverse, c'est-à-dire s'intéresser au sujet des champs électromagnétiques et des impacts sur les animaux d'élevage et le faire de manière rationnelle, scientifique et pragmatique. Eh bien, c'est pas dire qu'on est contre, c'est au contraire dire qu'on est pour et qu'on va faire en sorte de le faire de manière correcte. Ensuite, sur les questions à Madame Jourdan, le GPSE. Oui, alors là, effectivement, c'est une bonne question. Quelle structure pour le GPSE? Alors au départ, alors je pense qu'il ne faut pas tout critiquer dans le GPSE, il a le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'au moment où il a été mis en place, c'était la découverte du sujet, il fallait avancer. Le ministère de l'Agriculture avait pris ses responsabilités avec l'électricien, donc un certain nombre de choses ont été mises en place. Bon, après, il a évolué, son statut a évolué. Aujourd'hui, il a perdu en confiance, donc il faut effectivement faire autre chose. Je pense que la meilleure solution, c'est celle qui permet de réussir le dialogue entre toutes les parties prenantes et la construction de la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que puissent être réunis autour de la table des agriculteurs, des instituts techniques, les structures en lien avec les perturbations, le ministère de l'Agriculture, la recherche, les instituts techniques, toutes celles et ceux qui peuvent apporter à la réflexion dans une manière apaisée pour prendre les choses dans le bon sens, pour trouver les solutions. Sur le seuil de sensibilité animale, c'était votre deuxième question, Madame Jourdan. Oui, le sujet revient fréquemment. Il est évident que deux choses sont évidentes. C'est que les normes et les seuils considérés aujourd'hui pour la mise aux normes électriques des bâtiments d'élevage sont des normes humaines. Première chose, ça, c'est comme ça. Et la deuxième chose, c'est que les vétérinaires nous disent, ils sont d'accord là-dessus, c'est que la sensibilité des animaux est différente de celle des humains. Donc quand on réunit ces deux sujets-là, on est bien d'accord qu'il faut quand même regarder ce sujet des normes et des seuils et ne pas le laisser de côté. Et puis, vous aviez une troisième question, Madame Jourdan, sur les anti, le lien avec anti. Je viens d'y répondre pour Madame Essayant. Monsieur Bricou, votre première question, c'était combien d'animaux, quel type d'animaux, etc. D'où la préconisation sur l'observatoire. Parce que, comme je vous l'ai dit, les cas médiatiques, ils sont vus, identifiés, et malheureusement bien documentés, malheureusement pour les agriculteurs en question. En revanche, il y a tous ceux qui ont eu des problèmes, parce qu'ils ont revu un bâtiment d'élevage, parce qu'ils sont à côté d'une ligne qui a été installée, mais qui ont trouvé des solutions par une meilleure mise à la terre de leur bâtiment. Donc ceux-là, évidemment, on les perd, mais pour autant, les connaître et les identifier en termes d'animaux, en termes de faits générateurs des problèmes, ça permettrait d'avoir de la statistique, d'où l'intérêt de cet observatoire. Ensuite, vous me faisiez une remarque sur l'urgence d'agir. Oui, vous avez raison, M. Bricou, je vous l'ai dit, il faut absolument aller beaucoup plus vite pour éviter que les problèmes ne se superposent et qu'à la fin, lorsque les experts arrivent, ils aient le problème initial conjugué à d'autres et qu'il soit très difficile de faire la part des choses. Ensuite, vous m'interrogez sur le rôle des géobiologues. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une science, c'est une discipline qui, pour certains, est utile et qui est décriée par d'autres. Lors de la préparation de la table ronde, nous avons rencontré leur structure, la structure qui les fédère. Il est évident, d'ailleurs, elle le demande elle-même, qu'il y ait une meilleure reconnaissance, une meilleure structuration, un meilleur encadrement de ces pratiques pour que ça reste une discipline en complément du reste et qu'elle puisse intervenir. Voilà, et sur les tests non réalisés, oui, effectivement, Yves Daniel y est revenu longuement, alors que c'est une préconisation dans certains rapports. C'est dommageable quand on constate que des préconisations faites par des rapports institutionnels ne sont pas reprises, d'où l'objet d'une de mes préconisations. Pour répondre à Stéphane Buchou sur les alternatives à l'accompagnement, bien en fait, la réponse est exactement les 4 préconisations du pilier mieux solutionné. C'est-à-dire aller plus vite, je l'ai dit, revoir le GPSE, c'est ça aussi, les alternatives à la situation actuelle, mieux encadrer le métier de géobiologue, je vous l'ai dit, et puis mettre en place les préconisations qui ont déjà été formulées par l'ANSES ou par des inspecteurs généraux.
Et en réalisant toutes ces choses-là, on va dans le sens d'une façon de regarder avec une autre façon de faire, une alternative à la solution au problème. Et j'en terminerai par les remarques faites par Yves Daniel. Alors, je tiens à saluer le travail, l'important travail et l'engagement d'Yves sur ce sujet-là. On a longuement discuté depuis que j'ai engagé la mission. Il reste un spécialiste du sujet, il vous a dit, ça fait 7 années qu'il travaille là-dessus, il est très impliqué. Et on sait tous son engagement pour faire bouger les choses, autant en termes de connaissances qu'en termes de solutions à trouver et de prévention des problèmes. Parce que, de mon point de vue, il faut rester humble vis-à-vis de ce sujet-là, et c'est comme ça que je conclurai. On ne connaît pas tout, donc il y a encore des travaux à faire, des connaissances à obtenir. Il faut rester humble par rapport à tout ça, et puis envisager les choses en matière de... on trouve des solutions lorsqu'il y a des problèmes, et on évite d'avoir les problèmes. Et en raisonnant de cette façon-là, en respectant l'ensemble des parties prenantes, en ne disant pas aux agriculteurs que c'est de leur faute, mais aussi en évitant de dire que finalement, Enedis et RTE connaîtraient tous les problèmes et voudraient nous cacher les solutions. En respectant l'ensemble des parties prenantes, je suis persuadé, et avec des connaissances nouvelles, qu'on peut avancer et trouver des solutions et éviter de nouveaux problèmes, parce que c'est aussi cela qu'il faut faire, éviter que des situations catastrophiques comme celles qu'on connaît déjà aujourd'hui ne se multiplient. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, cher Philippe Bolo, pour ces précisions. On voit bien que le problème est, comme souvent, assez compliqué. Respecter les parties prenantes, ça, je pense qu'on peut retenir éventuellement toujours à la fois cette méthode sur le fond et la forme. Merci aux députés présents. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là, pas sur le sujet, mais en tout cas pour cette audition. Merci de suivre en tout cas ces sujets-là, de nous tenir au courant les uns les autres, éventuellement en fonction de l'avancée. Et je dois dire que la publication du rapport et le petit article dans Ouest France, Philippe, a amené un agriculteur de ma circonscription à me signaler effectivement des problèmes qui pouvaient survenir, voilà, qui restent pour certains un mystère, d'autres avec des solutions pouvant être envisagées. Mais la sagesse de prendre en compte les recommandations de votre rapport, monsieur le député Bolo, je crois qu'on devrait s'en inspirer. Merci beaucoup, merci pour ce travail, merci pour le rapport, merci à l'OPEC, merci aux députés présents. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci.